Bonjour et bienvenue dans Le Bruit des Pages, le podcast qui vous parle de lecture sans fioriture. Je suis Catherine et je suis avec mon acolyte Marine qui présentera avec moi ce podcast. Bonjour Marine. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Bah écoute, ça va. Prête pour le grand saut alors ? Bah oui, c'est parti. Pour commencer ce nouveau podcast, on va peut-être commencer par raconter un peu comment on en est venu là. Marine, tu nous expliques ? Bah oui, petit retour en arrière. On est toutes les deux, donc chacune à notre façon, des lectrices très assidues. On passe beaucoup de temps à discuter littérature, à parler des livres qu'on lit en ce moment, des livres qu'on a envie de lire ou qu'on a lus. En général, il y a une ou deux personnes qui arrivent à se greffer un peu à la conversation. Et on s'est dit qu'on pouvait partager notre goût pour la lecture avec encore plus de monde. Et on aurait pu faire un book club, mais finalement, ce sera un podcast. On n'a évidemment pas la prétention à faire des listes exhaustives des sorties littéraires. L'idée, c'est plus de partager nos choix de lecture, nos avis, nos envies dans ce podcast. Et on espère que ça vous donnera envie de lire, que peut-être vous rajouterez quelques livres sur votre pile à lire. Je sais pas pour vous, mais moi, en tout cas, elle est bien longue, ma liste. Oui, moi aussi, ouais. Alors, pour commencer cet épisode, on va vous parler un petit peu de nous et de nos itinéraires de lecture. Pour être honnête, ça part un peu dans tous les sens, mais comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Marine, d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que tu es une lectrice très prolifique. T'as une idée du nombre de livres que tu lis chaque année ? Alors, par an, je sais pas exactement, mais c'est à peu près, on va dire, 5 livres par mois. Après, c'est tout confondu, donc ça peut être des romans, ça peut être des BD, il y a vraiment beaucoup de genres différents. Il y a du roman historique, de la fiction, donc aussi bien science-fiction que fantastique, fantasy. Du roman jeunesse, il y a des styles que j'aime moins, donc typiquement les thrillers ou les policiers, même si parfois il y en a un ou deux qui me tentent. Et aussi, je lis quelquefois des livres en VO anglais. Mais en fait, j'avoue que c'est surtout parce que j'aime beaucoup les couvertures anglaises et je les trouve parfois plus belles que les couvertures françaises. Donc, je craque souvent pour des livres en VO. Moi aussi, j'adore les couvertures anglaises. Je trouve qu'ils sont vraiment super forts pour ça. Ouais. T'as encore plus envie d'acheter les livres. Déjà que c'est pas facile de se retenir dans une librairie, mais alors avec les couvertures anglaises, là, c'est... Tu craques. C'est horrible, franchement. Les illustrations sont très belles. C'est vrai que souvent, il y a des choses qui sont plus travaillées. Parfois, surtout dans les styles fantastiques, il y a des choses qui sont très jolies. Ouais. Et alors, en quelques mots, quel est ton rapport à la lecture ? Pour toi, c'est quoi la lecture ? Pour moi, la lecture, je pense que c'est plus un moment d'évasion, c'est un moment de repos, je me déconnecte entièrement de ce qui se passe autour de moi. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je préfère les livres d'auteurs étrangers, anglais particulièrement, mais américains aussi, et j'ai plus de mal avec les romans français. Je trouve que c'est généralement des romans qui me rapprochent plus de mon quotidien, qui me permettent moins d'évasion, c'est des lieux que je connais, donc il y a moins d'attirance pour ce genre-là. Mon rapport à la lecture, c'est aussi un peu compliqué parfois, parce qu'en fait j'ai fait des études littéraires qui étaient très poussées, où j'ai eu énormément de lectures à faire dans ce cadre-là, et surtout des classiques, et pendant très longtemps, je n'ai pas pu ouvrir un livre. Et finalement, quand j'ai commencé à travailler, c'est là que je me suis replongée dans la littérature et que j'ai de nouveau pris plaisir à me mettre dans un livre, à passer 2-3 heures dans un bouquin. Et voilà. Alors moi, c'est marrant parce que moi, je me suis jamais vraiment arrêtée. J'ai commencé quand j'étais toute petite avec les collections Rouge et Or. Je sais pas si tu connais, que j'avais hérité de ma mère et ma tante et de mon père, donc des deux côtés de la famille. Et j'adorais parce qu'encore une fois, il y a aussi l'objet livre qui était vraiment très joli. Et donc, j'en ai lu beaucoup. Je vous parlerai un jour peut-être de ma passion pour Rose et ses 7 cousins, qui est mon livre de mon enfance. Et ouais, depuis ça jusqu'à aujourd'hui, je me suis jamais vraiment arrêtée. Alors évidemment, j'en suis absolument pas à ton niveau. Je crois que moi, si je lis une dizaine de livres par an, c'est genre un exploit. C'est pas mal déjà. Oui, c'est déjà pas mal, mais enfin, à côté de... voilà, quoi. J'en suis pas du tout à ton niveau. J'aime beaucoup lire en anglais. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai l'occasion, je vais aller chercher plutôt la version anglaise, ou originale,
d'un livre. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je lis un petit peu moins. Après, au niveau des styles, j'aime bien aussi passer d'un genre à l'autre, mais je tourne toujours autour de certains genres de base, donc de la fiction principalement. Roman historique, j'aime beaucoup. J'aime bien les sagas aussi, sagas familiales, etc. Et le fantastique. Et aussi la chick lit, qui est mon péché mignon. C'est ce que j'aime bien lire pendant les vacances. C'est vraiment... Alors que je lis qu'en anglais, parce que comme ça, je me rends moins compte que c'est vraiment complètement débile ce que je suis en train de lire. Mais j'adore. C'est vraiment le truc qui me fait plaisir et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler dans un autre podcast. Et après, moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est assortir mes lectures. Je sais pas si assortir est le bon mot, mais par exemple, la chick lit, je la lis en vacances. Si c'est une chick lit qui se passe à Noël, je vais la lire pendant les vacances de Noël. Et souvent, quand je voyage, j'aime bien lire des romans qui se passent dans le pays où je vais aller ou où je suis. Et donc, en général, j'essaye vraiment de choisir aussi les romans en fonction de ce que je vais faire, ce qui va se passer dans ma vie et tout ça. Donc ouais, ça, c'est un truc que j'aime vraiment bien faire. Ouais, moi aussi, je comprends. Je suis un peu comme ça aussi, à varier... plus les genres en fonction des saisons, ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai qu'en hiver, par exemple, j'adore lire des romans fantastiques, de la fantasy, avec des fées, des sorcières, bon, ouais, voilà, et des cosy mystery aussi, parce que j'ai découvert ce genre il n'y a pas très longtemps, et je trouve que ça se prête bien aux périodes de fête. Avec ton petit thé et voilà, dans ton exactement, canapé. avec le plaid et tout, enfin, c'est très cliché, mais en tout cas, ça marche bien. Et la romance aussi, parce que c'est vrai que je lis peu de romances, mais je trouve qu'en période de Noël, ça passe bien, l'été aussi, enfin voilà, bon, du coup, en fonction des genres, il y a des saisons qui sont plus ou moins appropriées, je trouve, en littérature. Bon, c'est peut-être un truc complètement débile, mais je trouve que... Non, mais ça s'entend, ça s'entend. Ça se comprend, bon, tant mieux. Alors Marine, du coup, est-ce que tu as quelques bouquins qui seraient assez représentatifs des styles de lecture que tu apprécies et dont tu voudrais nous parler ? Oui, alors déjà, je vais commencer par un genre, donc le fantastique, c'est un de mes préférés. Et notamment un livre que j'ai lu il y a quelques mois et qui pour moi a été un énorme coup de cœur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern aux éditions Sonatine. Pour commencer, tu parlais tout à l'heure d'objets, mais je trouve que pour le coup là, le livre est vraiment magnifique. Il y a eu un superbe travail éditorial au niveau de la couverture, au niveau de la mise en page. Enfin, on a vraiment l'impression de tenir, si à l'occasion vous le trouvez en librairie, un espèce de grimoire, un peu un objet dont on a envie de prendre soin. Je vais le résumer, ça sera plus simple pour vous en parler ensuite. On suit un personnage principal qui s'appelle Zachary Ezra Rollins, qui est un jeune homme qui est passionné de jeux vidéo, de lecture. Bon, déjà, ça commence bien quand on a un personnage comme ça. Donc, il passe son temps devant sa console, il est à l'université, et c'est quelqu'un d'un peu introverti qui passe beaucoup de temps en bibliothèque, plongé dans ses livres, etc. Et un jour, il tombe justement dans la bibliothèque universitaire sur un roman qui est assez étrange, puisque ce livre n'a pas de résumé, il n'y a pas de date de publication. Et en plus de ça, quand il commence à lire le livre, il se rend compte que cette première partie raconte un épisode de son enfance. Mot pour mot, une scène qui lui est arrivée quand il était gamin, donc évidemment, intrigue un peu mystérieuse. Et il va décider de mener l'enquête et il va découvrir alors un monde complètement insoupçonné, construit de livres, d'histoires, un espèce de labyrinthe souterrain où seraient entreposées toutes les histoires du monde. C'est un livre qui déjà mélange beaucoup de genres. Il y a un mélange un peu entre le fantastique, le roman d'espionnage, le conte. Il y a vraiment... le mystère aussi, non, d'après ce que tu dis ? Ouais, complètement. C'est quelque chose de très, très divers qui plaît énormément, je trouve, aux gens qui sont passionnés de littérature parce que déjà, on s'identifie vraiment au personnage, enfin, c'est quelqu'un qui est plongé dans les livres, directement on se dit ok, c'est moi. Il faut souligner que l'écriture, elle est vraiment exceptionnelle, c'est très très poétique. Alors c'est vrai qu'au début, on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens. Déjà, c'est mystérieux, donc en fait, on ne sait pas trop où l'auteur veut nous emmener. On ne sait pas trop comment sont liés tous ces personnages. L'histoire va être très découpée. En fait, on va évidemment suivre le personnage principal.
Et l'histoire va être régulièrement interrompue par des contes. Donc vraiment le conte fantastique, un peu voilà, qu'on a l'habitude d'écouter dans notre enfance. Et évidemment, ce sont des contes qui sont regroupés dans le fameux roman mystérieux que Zacharie a découvert dans la bibliothèque. Et en fait, on se rend compte que évidemment chaque conte est lié à l'histoire d'une façon ou d'une autre, et que très rapidement, réalité et fiction vont être entremêlées. Bon, là, je peux pas vous en dire plus, malheureusement, parce qu'il il faut cheminer dans le livre, il faut avancer pour comprendre petit à petit. Mais en tout cas, déjà, ce que je peux dire, c'est que si vous avez aimé Harry Potter, si vous avez aimé Le Monde de Narnia, si vous avez aimé les livres de Philippe Pullman, clairement, c'est un livre qui est fait pour vous. Déjà parce qu'il y a énormément de références à ces mondes-là. On sent que l'autrice... On est vraiment dans un univers, non ? C'est ça, on entre dans un univers particulier, très, spécial, à part. Fantastique. On sent que l'autrice adore ce genre de littérature parce qu'elle y fait référence. On sent que voilà, c'est quelqu'un qui apprécie la culture pop. Vraiment, je pense que si on aime la science-fiction et si on aime le fantastique, c'est un livre... on peut pas passer à côté, quoi. Moi, je l'ai vu, ça m'a donné super envie. Et puis, c'est vrai qu'on en a parlé ensemble aussi avant. Et moi, il est complètement sur ma liste. J'hésite encore à l'acheter en anglais ou en français. Bah là, du coup, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu plus difficile. Mais la couverture anglaise est vraiment super belle. Et j'ai vu qu'ils ont fait une édition, mais alors là, faut vraiment économiser. Il y a des éditions anglaises qui ont été publiées, qui coûtent 300 livres. Donc, voilà, ça peut faire éventuellement un cadeau de Noël ou un cadeau d'anniversaire, qui sont extrêmement belles. Je me demande s'il n'y a pas de la feuille d'or qui est travaillée sur la couverture, mais si à l'occasion vous avez envie de le voir sur Internet, en tout cas, vous pouvez au moins avoir l'image, quoi. Ouais. Mais après, oui. Alors, ce que je me demandais, c'est est-ce que c'est pas trop enfantin ? C'est vraiment pour tout le monde ? Pas du tout. C'est vraiment, au contraire, je trouve que c'est pas du tout enfantin. Moi, je pense que c'est pas à mettre entre les mains d'un enfant de 12-13 ans, comme justement les livres Harry Potter, etc. Je pense qu'il faut avoir au moins 16-17 ans, être un bon lecteur. Parce que c'est une histoire qui, mine de rien, est complexe, où l'univers n'est pas si simple à comprendre, où il y a beaucoup de références philosophiques, etc. Donc non, pour moi, c'est pas de la littérature jeunesse, même si la littérature jeunesse n'est pas forcément enfantine, mais dans le sens où je pense que voilà, c'est pas des livres qui sont faits pour les 10-12 ans, comme on pourrait le penser. Du coup, toi aussi, je pense que t'es un peu dans le même style, fantasy, fantastique, c'est des genres que t'aimes bien. Ah oui, tout à fait, ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, tous ceux que t'as cités, là, les Harry Potter, les Philippe Pullman, je commence. Je les ai pas encore lus, mais voilà, enfin, tout ça, je suis assez à fond là-dedans, donc je pense que La mer sans étoiles, je vais pas tarder à le lire. Mais après, j'aime bien aussi c'est toujours des univers fantastiques, etc. Mais moi, je suis tombée complètement amoureuse aussi de Alain Damasio. J'avais lu La Horde du Contrevent il y a quelques années. Et du coup, quand j'ai entendu parler des Furtifs qui allaient sortir et tout, c'était vraiment un roman que j'attendais avec impatience. Je sais pas si vous connaissez du coup Damasio, La Horde. Moi, Damasio, j'ai lu un roman de lui, donc La Horde du Contrevent, je crois que c'est le roman qui est le plus connu de lui. Il en a écrit d'autres, bien sûr, mais La Horde du Contrevent, c'est vraiment le roman déjà qui a eu le plus de succès pour cet auteur, parce qu'il faut dire que c'est quand même un auteur un peu particulier. Ah oui, il est très très particulier, et il est d'ailleurs, lui, il a écrit, je crois, un livre tous les 10 ans. Oui, il n'est pas si prolifique que ça, mais quand il écrit un bouquin, généralement, c'est du lourd, comme on dit, quoi. C'est ça, non mais c'est du lourd. Les Furtifs, c'est exactement ça, hein. C'est du lourd. L'histoire, si on peut essayer de la résumer, c'est un peu compliqué parce que ça... Enfin voilà, c'est vraiment tout un univers qui est créé où on se trouve dans une ville futuriste où l'espace public est devenu privé, donc les villes appartiennent à des grandes entreprises et ils sont devenus le lieu ultime de la surconsommation où les citoyens sont suivis à la trace et comme ça on peut les bombarder de publicité. Et dans cet univers-là, notre héros qui s'appelle Lorca et qui ne s'est jamais remis de la disparition de sa fille unique chasse les furtifs qui sont des créatures entre légendes et fantasmes
qu'on ne voit jamais, qu'on aperçoit du coin de l'œil et qui semblent être les seuls êtres encore libres. Donc voilà, j'en dirai pas plus parce que y a vraiment tout un mystère autour de ça. Que sont ces furtifs ? Comment essayer de regagner un peu de liberté dans ce monde d'ultra-consommation ? Damasio, je crois que soit on adore, soit on déteste. Je pense aussi, ouais. Moi, j'adore. Après, je dois dire que les furtifs, j'ai pas autant adoré que la Horde. La Horde, je suis vraiment tombée dedans et je me suis pas arrêtée, quoi. C'est 700 pages, je crois, ou même plus. Pas loin de 700 pages, ouais. Mais vraiment, enfin, je l'ai dévoré. Celui-là, il est plus ardu. On rentre dedans un peu moins vite. On a un peu plus de mal à comprendre où on va au début. Et donc, je pense qu'il faut un peu plus s'accrocher. Mais je l'ai lu il y a un peu moins d'1 an, et finalement maintenant quand j'y repense, je me souviens que des belles choses de ce bouquin. Et finalement, limite quand je suis en train de me dire je le relirai presque. Est-ce qu'on retrouve dans les furtifs les mêmes création que dans la Horde du Contrevent, parce que dans la Horde du Contrevent, tu sais, il crée des signes, il y a un langage qui est très particulier aussi, Exactement. Qui est un peu typique de Damasio, d'ailleurs c'est pour ça aussi qu'il est connu, et on retrouve ça dans les furtifs aussi. Oui, alors dans les furtifs comme dans la Horde du Contrevent, il y a toute une invention typographique, c'est lui aussi, il crée vraiment un univers à part. Chaque personnage a sa typographie, chaque paragraphe avec la typographie dans le paragraphe te montre de qui on parle. Et puis il y a aussi tout un jeu que je trouve vraiment extraordinaire sur le sens des mots. Et c'est hyper poétique. Ça vient petit à petit. En fait, je trouve que toute la première partie du bouquin parle beaucoup de la société de surconsommation. On est un peu dans de la dystopie, mais en même temps, ce que j'ai trouvé un petit peu stressant, si on veut, c'est qu'on se dit que on pourrait tout à fait en arriver là, en fait. C'est vraiment une dystopie, mais à genre quelques centimètres de ce que nous, on pourrait vivre plus tard si on laisse notre capitalisme partir sans retenue, quoi. Disons. Oui, ça joue sur des peurs concrètes, en fait. C'est ça. Oui, tout à fait. En fait, c'est fantastique. Mais pas tant que ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est un peu stressant quand on lit le bouquin. Donc ça, c'est toute la première partie. Et toute la deuxième partie, on évolue vachement vers qu'est-ce qui peut nous sauver. Et pour lui, vraiment, j'ai l'impression que c'est les mots et la parole et les expressions et tout. Et on en vient vraiment à une grosse réflexion sur le sens des mots. Quel mot pour dire quoi ? Et finalement, est-ce que c'est grave que les mots aient vraiment le sens qu'on leur donne, etc. Et il y a vraiment des passages sur la fin qui sont hyper poétiques, qui sont vraiment très très beaux. Moi, c'est ce que j'ai aimé aussi quand j'avais lu La Horde du Contrevent, c'est que... Bon, alors c'est vrai que je suis pas une grande spécialiste de science-fiction, mais on a peut-être un peu ce préjugé de se dire que la science-fiction, c'est pas quelque chose de très poétique. On se dit, bon, c'est des gens qui sont dans l'espace avec des vaisseaux, machin. Moi, personnellement, en tout cas, je ne vois rien de poétique là-dedans. Et au final, quand on lit Alain Damasio, c'est une langue qui est voilà, très travaillée, très recherchée. Chaque mot a sa place. Il joue beaucoup, comme tu le disais, sur la typographie, sur la ponctuation. Enfin, c'est vraiment, c'est un poème, c'est vraiment très très beau. Et là, il joue aussi beaucoup sur les mots. Et ça, c'était vraiment quelque chose de super intéressant et très enthousiasmant. Moi, ouais, j'ai vraiment trouvé que l'écriture était très belle. Et peut-être pour les gens qui n'ont pas encore lu Alain Damasio, tu conseillerais peut-être plus de commencer avec Les Furtifs ou La Horde du Contrevent? Ah, moi, je dirais de commencer avec La Horde du Contrevent parce que je trouve aussi. Il y a aussi une histoire qui est plus facile, je trouve, à entrer dedans. Pour le coup, Les Furtifs, c'est quand même un peu perché. Donc il faut peut-être déjà être un peu habitué à Alain Damasio. Oui, parce qu'il y a vraiment aussi... faut un petit peu s'accrocher dans la lecture parce qu'il faut comprendre où est-ce qu'il veut nous emmener. Et dans la Horde, c'est vrai que comme il y a aussi toute cette histoire qu'on arrive à suivre assez facilement, toute cette quête, je pense que c'est mieux pour commencer. Et après, Les Furtifs, parce que c'est une très belle écriture et ça vaut vraiment le coup aussi, hein. Franchement... À tester du coup. J'essaierai de lire Les Furtifs bientôt. Tout à fait. Tu peux y aller.
du coup, on passe peut-être sur un autre genre que on apprécie toutes les deux, oui. je pense, le roman historique. Alors moi, plus que d'un roman en particulier, je vais vous parler d'une autrice qui s'appelle Ruta Sepetys. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est plutôt classée généralement dans les auteurs jeunesse. Et moi, je pense que... D'ailleurs, elle est chez Gallimard Jeunesse. Elle est publiée en France chez Gallimard Jeunesse, ouais. Et en fait, moi, je pense que c'est tout à fait... Enfin, c'est pas une erreur, mais elle est aussi bien destinée aux enfants qu'aux adultes. Donc déjà, c'est une autrice qui est américaine. Son père était lituanien. L'histoire familiale est très complexe. Son père a été emprisonné au goulag. Et c'est une autrice dont le premier livre s'appelle « Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre ». Et dès son premier roman, en fait, elle a rencontré un succès extraordinaire. Déjà parce que l'histoire était très très touchante. Donc pour vous replacer un petit peu ce roman, donc ça se passe en 1941 en Lituanie. Donc elle s'inspire de son histoire familiale. Donc à cette époque, l'URSS est en guerre contre l'Allemagne, évidemment. Les deux puissances se déchirent pour le contrôle des pays baltes. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Lina, qui a 15 ans, dont la famille va être arrêtée par la police soviétique. Ils vont débarquer dans l'appartement familial en pleine nuit, ils vont embarquer Lina, sa mère et son petit frère, et ils vont tous les trois être emmenés à travers l'est de l'Europe, donc jusqu'en Sibérie. C'est là où se trouvaient à l'époque les camps de travail russes. Et ce qui va sauver ce personnage, c'est que c'est une jeune fille qui adore dessiner et qui dessine absolument tout. En fait. Donc même enfermée, même transportée dans les trains, enfermée dans les camps, etc., elle va continuer à dessiner et à raconter et à témoigner de cette histoire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, au-delà de l'aspect historique, parce que j'aime beaucoup cette époque, mais c'est tout le travail presque journalistique. Il y a un travail de recherche qui est vraiment impressionnant. Elle a vraiment fonctionné comme une reporter au final. Elle s'est rendue en Lituanie, elle a interrogé des gens, elle a cherché des témoignages et elle s'est inspirée de toutes ces histoires pour écrire ce roman. C'est extrêmement touchant, les scènes, les personnages, voilà, on sent qu'il y a un fond historique qui est recherché, qui est travaillé et qui, pour moi, donne un peu toute la densité à ce roman. Tu dis qu'il y a un gros travail journalistique. Est-ce que dans son autre roman qui s'appelle Hôtel Castellana, est-ce que c'est le même genre de travail ? C'est exactement le même genre de travail. Alors, Hôtel Castellana, c'est le dernier livre qu'elle a publié. Donc là, on change complètement d'époque, on change de pays, ça se passe en Espagne, tout à fait. Et en fait, il y a le même travail de recherche, puisque là, pour le coup, on se situe en 1957, sous la dictature fasciste de Franco. Et pour vous préciser, elle va faire 8 ans de recherche historique avant d'écrire son roman. Donc pour replacer tout le contexte historique autour de ce livre, l'hôtel Castellana, c'est un hôtel qui a réellement existé, qui se situe à Madrid et qui était le haut lieu de la bourgeoisie américaine, des commerçants américains et en particulier texans qui venaient faire du commerce en Espagne à cette époque-là avec le gouvernement de Franco. Donc je vous résume rapidement aussi celui-ci. Donc comme je vous le disais, ça se passe sous Franco. Et là, cette fois-ci, on va suivre 2 personnages. Donc le premier, c'est Daniel, qui est le fils donc, d'un magnat du pétrole texan. Lui, il a 18 ans et il est passionné de photoreportage. Donc voilà, encore une fois, petite référence. Encore le journaliste. Peut-être qu'elle aurait dû devenir journaliste. Hein. Lui, il va accompagner donc, ses parents à Madrid qui sont en affaires là-bas. Et il va faire la connaissance de Anna, qui est une jeune employée de l'hôtel. Le roman s'intéresse à un aspect historique qui est très méconnu de cette époque, qui est l'enlèvement des enfants qui n'étaient pas de famille du même bord politique que le gouvernement. Généralement, les enfants étaient enlevés, étaient placés dans des orphelinats et ensuite étaient revendus à des familles.
Donc voilà, il y a beaucoup de secrets autour de tout ça. Et là, c'est là-dessus que Ruta Sepetys a concentré sur son travail de recherche. Et encore une fois, moi je trouve que c'est super intéressant, que ce soit dans le premier roman, Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, ou Hôtel Castellana, c'est qu'on part d'une période historique qui a priori est très connue, que ce soit l'Espagne de Franco ou la Seconde Guerre mondiale, et qu'on va zoomer sur un aspect. Donc là, dans le premier cas, les pays baltes, faut dire qu'on en a moins parlé. On en parle beaucoup moins, oui. Même en cours d'histoire, etc. Donc là, les pays baltes, et de l'autre côté, l'enlèvement d'enfants, les orphelinats sous l'époque de Franco, etc. Et je trouve ça très, très enrichissant, très intéressant, très bien écrit. Les personnages sont très touchants. Et c'est une auteure que j'aime beaucoup, qui est en train d'écrire un nouveau livre, d'ailleurs, donc j'ai hâte de le lire. Et voilà, je ne peux que vous encourager à aller la découvrir. C'est ça qui est assez chouette avec les romans historiques, c'est que du coup on retrouve alors soit on connaît pas, c'est un épisode de l'histoire qu'on ne connaît pas, soit au contraire on retrouve un épisode qu'on connaît mais sous un angle auquel on s'attendait pas. Moi c'est vrai que c'est un peu l'effet que ça m'a fait avec Été anglais et À rude épreuve de Elizabeth Jane Howard, qui raconte donc la saga de la famille Cazalet. C'est un des bouquins dont on a beaucoup parlé l'été dernier. Il est sorti un peu plus tôt, un peu avant l'été. C'était au printemps, il me semble, parce qu'en fait, il a fait un gros buzz pendant le confinement. Je crois que c'était le livre le plus vendu en librairie pendant le premier confinement, mars-avril, il me semble. Exactement. Et moi, c'est vrai que c'est un bouquin que j'ai vu énormément sur les Instagram, les Bookstagram et tout ça. Tout le monde en parlait. Moi, ça m'avait donné super envie parce que la couverture était trop jolie. Et alors, c'est exactement le genre de bouquin que du coup, je vais aller chercher en anglais. Parce que je me dis, bon, c'est assez facile à lire, une saga familiale et tout, on sait qu'on va suivre assez facilement. Et en plus, ce qui a bien aidé, c'est que j'ai trouvé une collection anglaise trop jolie. C'est vrai qu'elle est super belle. Avec des petites fleurs et tout, c'est vraiment trop mignon. Et puis aussi, il y avait déjà les 5 épisodes disponibles. Ouais, alors qu'en français, il faut attendre. Voilà, ouais. Mais du coup, moi, j'ai déjà les 5. Bon, ça veut pas dire que je les ai lus, mais j'ai déjà lu les 2 premiers et je crois que je vais pas tarder à lire le 3e. Donc, si vous en avez pas encore entendu parler, la saga des Cazalet, donc Été anglais et À rude épreuve, c'est l'histoire de cette famille anglaise. On est vraiment du grand-père aux petites filles, en passant par les fils, les femmes des fils, les bonnes, tout ça dans une grande maison de campagne dans le Sussex. Été anglais, ça se passe aux étés 37, 38 et 39, donc juste avant la Deuxième Guerre mondiale. On a tout cet univers de la menace de la guerre. Est-ce qu'on va partir en guerre? Et puis, À rude épreuve, là, on est en plein dedans. C'est les années de 39 à 42, donc en plein dans le Blitz. Cette période où l'aviation allemande pilonnait l'Angleterre, Londres évidemment, mais aussi le reste de l'Angleterre. Et donc, en gros, on suit tous ces personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé avec cette saga, et de manière générale d'ailleurs dans toutes les sagas, c'est que on suit la famille entière, donc beaucoup de personnages sur une longue période. On a presque l'impression de les connaître intimement, de vivre avec eux. On a vraiment le temps de découvrir chaque personnage, et ça c'est vraiment quelque chose qui est assez sympa, je trouve. Ouais, je trouve que dans les sagas c'est vraiment l'aspect le plus intéressant, qui se dégage, quoi. Au final, on se plonge dedans, quoi. On se plonge dans la famille et on a presque l'impression que c'est notre famille, etc. Ce que j'ai bien aimé avec les livres de Elizabeth Jane Howard, c'est que elle fait avancer son récit en passant du point de vue d'un personnage à l'autre. Donc chaque chapitre est raconté par quelqu'un. On avance dans le temps, on revit pas les mêmes scènes, mais à chaque fois c'est une autre des personnes de la famille qui raconte. Et du coup, on a vraiment un passage entre le premier livre et le deuxième livre. Dans le premier, c'est les femmes. C'est principalement leur point de vue qu'on va suivre. Donc les 3 femmes. Et dans le deuxième livre, on est avec les petites filles qui sont devenues ados et qui vivent cette Deuxième Guerre mondiale de leur point de vue. Et on a comme un passage de relais. Alors, je sais pas ce que sera le suivant. On sera axé peut-être sur d'autres personnages.
Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux, évidemment, entre les femmes d'une quarantaine d'années et les filles de 15-16 ans. Et ça, je trouve que c'est assez chouette. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que on a une sorte de vernis. La famille paraît parfaite. Et en fait, ce qu'on nous montre, c'est que, évidemment, derrière ce vernis de perfection, de belles familles, belles photos de famille dans le jardin anglais, c'est pas du tout ça. Et il y a pas mal de fêlures. Les personnages sont pas du tout manichéens. C'est souvent le cas quand on lit des romans comme ça, c'est assez ça peut être caricatural. Voilà, assez caricatural. Et là, pas du tout. Il y a des personnages qui semblent très sympathiques et qui en fait le sont pas du tout. Alors je dirais pas dans les détails parce que je pense que c'est des choses qu'il faut voir, découvrir en lisant les romans. Mais c'est vrai qu'on est assez surpris. Il y a des moments assez durs auxquels je m'attendais pas du tout dans ce genre de livre. Et que moi, j'ai entendu des critiques là-dessus, moi je les ai acceptées comme ça. Moi j'ai lu le premier, j'ai beaucoup aimé aussi le premier tome, j'ai pas encore lu le deuxième, il va falloir que je m'y mette parce qu'il est sorti en français, donc je n'ai aucune excuse. mais ce que j'aimais beaucoup aussi, c'est passer d'une génération à l'autre, parce qu'à chaque fois, voilà, on les voit évoluer. Comme tu dis, après apparemment dans le deuxième tome, les enfants grandissent, donc je trouve ça aussi intéressant, parce que c'est vrai que dans le premier, on avait beaucoup de points de vue enfantins. Parfois, peut-être, en tout cas pour moi, c'était un peu moins attachant dans le sens où, voilà, c'est des enfants, donc on s'identifie moins. Et après, dans le premier, tu t'identifies aux femmes. Tu t'identifies aux femmes, tout à fait. Mais du coup, il y avait certains chapitres où on était plus focalisé sur les enfants. Et moi, j'avoue que j'avais plus de mal à m'accrocher dans ces cas-là. Mais bon, ça se lit très facilement. C'est un rythme qui est... Je dirais que c'est un rythme particulier. Je m'attendais plus peut-être à un espèce de page turner ou qu'on enfile comme ça très vite. Et au final, j'ai mis pas mal de temps à le lire. Enfin bon, les livres sont gros, mais sont conséquents, mais je pensais que j'allais le lire plus vite. Et parce qu'il y a un rythme, en tout cas dans le premier, qui est quand même très lent par moment. Bon, c'est la campagne anglaise, quoi. Donc c'est pas non plus... parfois, c'est le rythme anglais, c'est le rythme de la campagne anglaise. On n'est pas dans l'effervescence de la capitale, loin de là. C'est une famille bourgeoise. Donc, je pense que peut-être le fait qu'on me l'ait vendu aussi comme la version roman de Downton Abbey, je pense que c'était une mauvaise comparaison au final. Avec le recul, il y a l'univers qui y fait penser. C'est anglais. Après, ça se passe pas tout à fait à la même époque. Non, pas comment. Du tout. Ouais. Donc du coup, il y a pas les mêmes enjeux. Pour moi, je pense qu'il faut pas partir avec cet a priori de se dire c'est du Downton Abbey version roman. En tout cas, je trouve que c'est pas du tout la même chose. Mais au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé et on m'a dit que le deuxième était encore mieux. Donc moi, je trouve que ça monte en puissance du premier au deuxième. Et en effet, le premier installe beaucoup les personnages. Dans le deuxième, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et en même temps, je trouve que ça va bien avec parce qu'il y a quand même tout ce côté historique, c'est-à-dire qu'on est avant la guerre, puis dans la guerre. Et c'est pas le centre de l'histoire, mais c'est là. Donc ça plane un peu au-dessus de toute la vie de la famille. Et ça, je trouvais que c'était bien parce qu'on a tout ce côté historique. On l'oublie pas. Mais en même temps, les gens, ils vivent leur vie, quoi. Il y a la vie quotidienne qui continue. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'en fait, c'est pareil, ça représente assez bien ce que des familles comme ça de l'époque ont dû vivre. Est-ce qu'on se prépare à une guerre ? Ah non, il n'y en aura pas. Ah si, finalement, ça y est, on est dedans. L'oncle qui doit partir à la guerre, l'oncle plus âgé qui a fait la première guerre et qui est encore traumatisé par la première guerre et qui lui ne part pas. Il y a vraiment tout ça. Et puis les jeunes filles qui essayent quand même de finir leurs études malgré le Blitz, malgré les difficultés qu'il peut y avoir avec ça, de quand même réussir à se réaliser dans ce monde en guerre. Ça, j'ai bien aimé parce qu'on a quand même tout ça autour, mais c'est pas le centre de l'histoire. Non, puis en plus, ce qui est aussi bien, c'est qu'avec cette époque, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la place de la femme, et le fait qu'il y ait beaucoup de personnages féminins, qu'on les suive, qu'on ait leur point de vue, c'est très très intéressant parce que évidemment, la Seconde Guerre mondiale a bousculé beaucoup de choses au niveau des codes de société, la place de la femme, bon évidemment, il y a eu plein de choses là-dessus, et c'est vrai que c'était très intéressant.
Ouais, et c'est vrai que c'est un truc qu'on voit, encore une fois, quand je pense, alors on verra en avançant dans les livres, mais vraiment du premier au deuxième, on voit ça. C'est-à-dire qu'on part avec la place traditionnelle, disons, de la femme, notamment avec les mères, qui sont les bonnes petites femmes, hein, franchement. Et puis, on évolue vers, elles sont les bonnes petites femmes, mais clairement, elles s'ennuient, quoi. Elles voudraient autre chose dans la vie, etc. Et dans le deuxième volume, on les voit commencer à justement s'émanciper un peu, et on voit leurs filles qui clairement n'ont pas les mêmes aspirations. Et donc, je pense que oui, on voit aussi cette évolution-là du rôle de la femme et aussi cette affirmation des femmes. Et ça, c'est vrai que c'est assez agréable. Dans un style totalement différent, tu nous l'as dit au début, toi tu aimes beaucoup les BD aussi ? Oui, c'est vrai que j'en lis de temps en temps, moins que les romans, mais j'aime bien quand même. L'une des dernières BD que j'ai lues, ça s'appelle Le Château des Animaux, de Xavier Dorizon et Félix Delep. Donc elles ont été publiées chez Casterman. Alors pour l'instant, il n'y a que 2 tomes, mais normalement, il est censé y en avoir 4, si je ne me trompe pas. Alors en fait, cette BD, je l'avais vue en librairie très bien placée. Visiblement, elle avait beaucoup de succès auprès des libraires. Et je n'avais vu que la couverture. Très belle couverture, très beau dessin. Je ne savais absolument pas de quoi ça allait parler. Et en fait, j'ai eu une vraie surprise en la commençant, puisque les 2 auteurs se sont finalement inspirés de La ferme des animaux de George Orwell. Et donc là, en fait, les auteurs ont pris le parti de revisiter ce roman de George Orwell. Donc ça se passe dans un vieux château abandonné en France. Et dans ce château qui a été abandonné par les hommes, il y a une petite société animale qui s'est construite et qui est totalement prisonnière de la tyrannie de son chef qui s'appelle Silvio. Donc Silvio, c'est un taureau. Et ce président donc règne sur les habitants de la ferme avec l'aide de sa milice canine. Et évidemment, les habitants sont appauvris, affamés, jusqu'au jour où Miss Bangalore, donc qui est une jeune chatte mère de 2 petits chatons, et un lapin gigolo vont réussir à monter une véritable révolution et à s'en prendre au président Silvio. Ce qui est intéressant, c'est que là, la révolution, elle sera pacifique. C'est ça, c'est tout l'intérêt de cette BD, c'est que contrairement à George Orwell, où les habitants répondent à la tyrannie par la violence, là, cette fois-ci, les animaux vont se dire « ça ne fonctionne pas, on ne peut pas renverser un régime en utilisant les mêmes moyens mis en place par ce régime, à savoir la violence, la tyrannie, etc. » Là, les animaux vont se dire, si on veut que le régime change, si on veut changer de société, on va plutôt prendre le contre-pied et mener une révolution pacifique. Donc évidemment, tout de suite, on pense à Gandhi. Et c'est le parti pris des auteurs, en fait, de proposer une autre conclusion à la révolution, parce que George Orwell, c'est finalement une vision très pessimiste de la révolution où au final ça échoue. Une révolution par la violence, ça ne fonctionne pas. Et là, au contraire, on va partir sur quelque chose de pacifique. Alors, je ne sais pas encore si ça va fonctionner, parce qu'on n'a pas lu les 4 tomes, mais en tout cas, c'est une réflexion politique qui est extrêmement intéressante. Toi, tu l'as lu aussi, Catherine. Oui. Ouais. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est en effet de prendre le parti de raconter, c'est ça, une révolution pacifique. Ça s'inspire des combats donc de Gandhi en Inde, de Martin Luther King aux États-Unis. Enfin, il y a des grandes figures comme ça qui sont un peu appelées. Qui sont citées même dans le livre, à un moment donné, ils en parlent. Oui, tout à fait. Oui, ils sont cités en exemple, en fait. Miss Bangalore... On lui dit, la violence, ça fonctionne pas. On a des scènes assez violentes d'ailleurs. Très violentes même. Ouais. Notamment dans le premier épisode. Mm-hmm. Et donc, le constat, c'est que donc la violence ne fonctionne pas. Et donc, il va falloir essayer de faire autrement. Et autrement, notamment, c'est... moi, j'ai trouvé vraiment qu'on retrouvait des éléments du combat de Gandhi avec, par exemple, les boycotts. Donc là, les animaux, par exemple, refusent d'acheter le bois et sont prêts à mourir pour ça, donc mourir de froid en l'occurrence pour ça, parce qu'ils trouvent injuste de racheter du bois que eux-mêmes vont chercher. Et du coup, ça, c'est exactement ce qu'on a pu voir dans les actions que Gandhi menait. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de le raconter avec des animaux.
On s'attend à ce que ce soit mignon et c'est tout ça. C'est surtout au vu des dessins. Alors peut-être un peu moins sur le premier tome, mais sur le deuxième, en tout cas sur la couverture, voilà, on voit Miss Bangalore, donc un chat tout blanc, tout mignon. On se dit c'est destiné aux enfants au final. Enfin, il y a quelque chose de. En fait, en lisant, on comprend cette couverture, mais quand on la voit comme ça, on se dit c'est mignon, ce petit chat blanc, il est joli et tout, sous la neige et tout. Et en fait, quand on découvre la BD, on se rend compte qu'on n'a pas compris la couverture. Très rapidement même, parce qu'au bout des 2-3 premières pages, il y a des scènes qui sont... Moi, je m'y attendais pas du tout, parce qu'encore une fois, je n'avais pas lu les résumés, j'avais juste vu les couvertures, et je m'attendais pas du tout à cette violence. On est clairement dans le gore, dans le trash, et c'est particulier. Moi, en tout cas, ça ne m'a pas dérangé pour ma lecture, parce que encore une fois, c'est une révolution, c'est la tyrannie, donc c'est pas bisounours, on va pas vous montrer des hippocampes roses, quoi. C'est tout à fait. C'est pas en trop et non c'est plus. D'autant plus nécessaire que on comprend encore plus les personnages qui font face à cette violence, et on pourrait se dire c'est des animaux, on va pas trop s'identifier, on va trouver ça cucu, on va trouver ça mignon, ou alors on n'aura aucun attachement. Et en fait, pas du tout, parce que déjà, c'est des personnages qui ont beaucoup de caractère, qui ont beaucoup de problématiques. Il y a de l'humour aussi, parce qu'il faut le dire. C'est vrai, c'est violent, mais il y a beaucoup d'humour, et pour ça, c'est vraiment chouette. Notamment, les auteurs jouent aussi sur les différentes espèces, les caractéristiques et les clichés qu'il peut y avoir autour du lapin, gigolo, le chat, le chaud lapin. Voilà, donc il y a beaucoup d'humour là-dessus, et du coup, ça se lit très rapidement, très facilement. Enfin, moi, je les ai dévorés. J'ai à peine terminé le premier, que je suis allée acheter le deuxième. Et là, moi, j'attends avec impatience le troisième. On ne sait pas quand est-ce qu'il sort encore. En tout cas, au moment où on enregistre, on n'a pas encore la date, mais j'espère qu'on l'aura bientôt. Et encore une fois, voilà, c'est une BD qui, pour moi, est très enrichissante et intéressante. Et on va terminer avec toi. Alors là, pour le coup, c'est pas une BD, toi, dont tu vas nous parler. Non, pas du tout. C'est un roman. Alors, je vais vous parler de N'est d'aucune femme de Franck Buis. C'est un roman dont j'avais pas mal entendu parler et qu'on a beaucoup vu en tête de gondole dans les librairies, etc. Là, il est sorti en poche, et donc je me suis dit, allez, je l'achète, faut que je le lise. Il était dans ma liste depuis longtemps. Je dois dire que c'était une grosse claque, ce roman. Je m'y attendais pas du tout. Il est assez dur à résumer. Je peux peut-être juste vous dire le point de départ, où on commence avec un curé qui est appelé pour bénir le corps de Rose, une jeune femme qui était dans un asile et qui est morte. Et il découvre, cachés sous ses jupes, des carnets qui racontent sa vie. Et c'est une vie terrible. Et donc, on va suivre ces carnets et l'effet qu'ils vont avoir sur ce curé. Et je pense que j'en dirai pas plus, parce que... Ça commence bien, déjà. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il vaut mieux pas être déprimé pour lire ce livre, parce que franchement, c'est vraiment très, très dur. Et en même temps, ça prend aux tripes. C'est un livre que j'ai pas réussi à reposer. J'en sortais des moments où je le lisais où j'étais pas très bien, franchement, mais en même temps je pouvais pas m'arrêter. C'était complètement prenant. Les quelques premières pages sont un peu dures, on comprend pas bien où est-ce qu'on va. Dans les 20 premières pages, je me suis dit c'est marrant, parce que j'ai entendu des choses tellement extraordinaires sur le livre que je m'attendais pas à ça, je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut nous dire et tout ça. Et alors après 20 pages, là c'est fini, quoi. On peut plus le poser. C'est de pire en pire. L'héroïne Rose, c'est vraiment horrible ce qui lui arrive, et ça fait vraiment penser à ces héroïnes tragiques. Moi, ça m'a un peu rappelé les romans de Thomas Hardy, Tess d'Urberville ou Jude l'Obscur. Moi, je les ai pas lus. Alors, ça te parle en gros de personnages où il y a rien qui va. Ça va toujours c'est de pire en pire. À chaque fois qu'une tragédie arrive, il y en a une encore pire derrière qui arrive. Tu finis en larmes, quoi, en fait. Tu fermes le livre, mais tu peux tu sors plus de chez toi. Moi, j'étais aussi vachement remontée, très énervée par ce que je lisais. Après, c'est hyper fort. La noirceur du bouquin est vraiment prenante. Je pensais pas m'attacher autant, mais évidemment, on a beaucoup de sympathie pour ce personnage Rose qui subit les pires événements dans sa vie. Enfin, il y a vraiment, il y a pas beaucoup d'espoir quand même. Et donc, c'est vraiment très très prenant. C'est super bien raconté. J'ai bien aimé aussi la représentation de la lecture
que nous donne Franck Bouys. En gros, Rose, c'est un peu son seul échappatoire. Elle a appris un petit peu à lire et elle trouve comme seul moment de répit la lecture de journaux qu'elle réussit à récupérer par-ci par-là. Et il y a une belle description de ce que peut apporter la lecture. Ça, j'ai trouvé ça assez joli. Et c'est un petit moment de répit dans ce roman. Après, je vous dirai pas pourquoi. J'ai été un peu déçue par la fin. Mais je ne le dirai pas parce que franchement, je voudrais pas gâcher le livre. Et moi, même si c'est vraiment très très dur, je le conseille parce que c'est une grosse claque. Ça se lit très 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 vite du coup. Et voilà, après faut choisir un livre très léger derrière. Faut enchaîner justement avec de la chick lit par exemple. Voilà, alors de la chick lit juste derrière pour se dire parfait. Que on est dans un monde de bisounours et tout ça, je pense que c'est l'idéal derrière. Hein. Voilà. Moi je l'ai pas fait d'ailleurs et j'aurais peut-être dû. C'était peut-être la solution en fait. Au moins vous êtes prévenus. Voilà, si jamais vous vous lancez dans Né d'aucune femme, il vaut mieux avoir le bouquin qui va derrière quoi. Exactement. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram. Le nom du compte, c'est lebruitdespages.podcast. On va également y mettre toutes les références des livres dont on a parlé dans ce premier épisode. Marine, on te retrouve aussi sur Instagram parce que tu as toi-même un compte spécial livre. Oui, c'est ça, exactement. Donc le compte s'appelle Au fil des pages. Voilà, donc il y a des chroniques, des interviews, tout ça. N'hésitez pas à venir nous voir sur les comptes, à nous donner vos avis aussi. Si vous avez lu les livres dont on vous a parlé, si vous avez envie de les lire, venez nous en parler. On sera ravis d'entendre vos opinions. Et puis pour finir, peut-être, Marine, dis-nous juste, qu'est-ce que tu lis en ce moment ? Donc moi, je me suis attaquée à un énorme pavé qui s'appelle Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Je dis pavé parce qu'en fait, il fait 1000 pages. Ah oui. Et j'avance petit à petit, mais déjà, ça commence très très bien. C'est du fantastique, voilà. Bon, tu nous en parleras peut-être la prochaine fois, alors on verra. Si je l'ai fini. Ouais. Et toi, du coup ? Alors moi, je suis en train de finir, j'ai presque fini Les Amazones de Jim Fergus. C'est le 3e volet du roman 1000 femmes blanches. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. J'en ai entendu parler, j'ai acheté le premier, il est dans ma pile à lire, mais je ne l'ai pas encore commencé. Je vais le faire bientôt, j'espère. Et écoute, quand tu l'auras fait, on pourra peut-être en parler parce que moi j'adore. Je suis grande fan, j'ai presque fini, je pense que demain ce sera fini. Ça marche. Et bien voilà, alors rendez-vous la prochaine fois et bonne lecture à tous.